Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous détailler mon plan pour devenir riche, mais pas riche n'importe comment, riche avec certaines contraintes. Les contraintes c'est déjà que je veux garder un modèle solopreneur, donc pas d'associés, pas d'investisseurs, dans l'idéal pas de salariés et uniquement travailler avec quelques prestataires quand c'est nécessaire. Mais globalement chercher à garder la structure la moins lourde possible pour avoir une excellente qualité de vie, donc une vie avec peu de stress, peu de contraintes et beaucoup de temps libre pour avoir une vie équilibrée. Et qu'est-ce que j'entends par riche exactement? Parce que personne n'a la même définition. Pour moi, riche, c'est à partir du moment où tu as assez d'argent pour faire exactement ce que tu veux de ton temps, c'est-à-dire que tu n'auras jamais à aller retrouver un job, et pouvoir voyager plusieurs fois par an en business class et en hôtel 5 étoiles sans avoir à se poser la question du prix. Et donc concrètement, en termes de chiffres, moi je me suis fixé l'objectif d'atteindre les 1 million par an de chiffre d'affaires avec très forte marge et un patrimoine conséquent qui va avec. Mais en soi, j'ai pris ce montant parce que c'est un seuil symbolique, mais je pense que le niveau de richesse au niveau de la qualité de vie que je veux, je pense qu'on l'atteint en dessous de ça. Donc ça pourrait peut-être être 500, mais voilà, après j'y suis pas, donc je me rends pas compte. Mais ça donne à peu près une idée de ce dont je parle. Donc c'est parti, je vais vous détailler mon framework. Et c'est le fruit de moult réflexions, de moult lectures, de moult podcasts écoutés, de moult vidéos regardées, et des actions que je mets en place dans ma vie depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an maintenant, et depuis que j'ai commencé à investir d'abord en immobilier il y a maintenant 4 ans, puis en bourse il y a un peu plus de 2 ans. Donc c'est parti. Donc devenir riche avec peu de ressources et une bonne qualité de vie, ça passe par posséder des actifs. Donc ça c'est la base. Un actif c'est soit une entreprise, soit un bien immobilier, soit des matières premières, soit des devises, ça peut être des cryptos aussi, etc. Mais tous ces actifs ne se valent pas. Et le meilleur actif, c'est clairement les entreprises. En numéro 2, je mets l'immobilier. L'avantage de l'immobilier, c'est que c'est bien pour avoir du revenu. Le désavantage, c'est que contrairement à une entreprise, un bien immobilier, ça n'a pas trop de croissance. En général, ça va croître avec l'inflation, peut-être un petit peu mieux. Et c'est aussi beaucoup plus de problèmes. Donc moi, j'avais commencé par ça. Mais voilà, c'est clairement pas ce que je préfère. Et aujourd'hui, je me focus plus sur le meilleur actif que sont les entreprises. Donc j'ai simplifié posséder des actifs par posséder des entreprises. Et pour posséder des entreprises, on peut le faire de deux manières. On peut créer des entreprises et on peut investir dans des entreprises. Donc on va commencer par regarder la partie créer des entreprises. Mais comme ce qu'on veut, c'est s'enrichir avec peu de ressources, pas de grosses équipes, etc. Et en ayant une bonne qualité de vie, on doit se concentrer sur des actions à très fort effet de levier. Donc l'effet de levier, c'est simplement le fait d'obtenir plus pour un même effort. Et on peut utiliser des effets de levier pour deux aspects différents du business, la distribution et la monétisation. Donc on va détailler la partie distribution d'abord. Il y a selon moi trois gros canaux de distribution à fort effet de levier. Déjà le contenu, donc ça peut être du podcast, ça peut être des vidéos, ça peut être des articles ou posts écrits en général, LinkedIn, etc. Ou bien des newsletters. Donc en quoi est-ce qu'on a de l'effet de levier quand on crée du contenu? Bah tout simplement tu crées une vidéo une fois, déjà non seulement la vidéo, toi, tu as parlé une fois, mais t'es pas entendu par une seule personne. Contrairement à si tu avais fait un coaching one-to-one, par exemple. Tu parles une fois, mais ta vidéo, elle est écoutée par 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, pourquoi pas 1 million de personnes. Et en plus de ça, elle va pouvoir continuer à être écoutée dans le temps. Donc un an plus tard, alors toi, tu as parlé il y a un an, il y a encore une personne qui va écouter cette vidéo. Et c'est le même principe quand tu fais uniquement de l'audio et quand tu fais de l'écrit. Donc c'est une manière de se démultiplier et donc d'avoir une armée de clones de soi qui travaillent pour nous. Et donc d'obtenir beaucoup plus de visibilité pour un effort donné. Ensuite, comme deuxième canal de distribution à fort effet de levier, il y a la publicité. Donc la différence avec le contenu, c'est que là c'est payant, mais après c'est le même principe, tu la crées une fois et elle va être diffusée en masse. Donc pour ça on utilise, les classiques c'est les publicités Meta et Google. Et comme troisième canal, il y a le branding. Donc les deux premiers, contenu et publicité, c'est plus de l'effet de levier sur le volume, alors que le branding, ça va plus être sur l'intensité. Si on prend un exemple, t'as un mec qui a, admettons, il a 10 000 abonnés sur YouTube et il vend un certain produit et il fait 200 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, mais il fait des vidéos qui sont un peu impersonnelles et qui sont creuses. Tu prends exactement la même situation, mais dans un univers parallèle, tu mets le même mec mais avec un branding fort, donc il partage ses valeurs, il partage sa philosophie de vie, il montre un peu sa personnalité, il montre ce qu'il aime pas, les choses sur lesquelles il est contre, sur lesquelles il est pour, etc. etc. Et bah, le fait comme ça d'avoir un branding plus fort, ça va augmenter l'intensité de la relation avec son audience. Et donc au lieu de faire 200 000 de chiffre d'affaires, il fera peut-être 250, 300, 500. Donc le branding, c'est encore un moyen d'obtenir plus, mais avec les mêmes ressources. Donc tout ça, c'était les effets de levier de distribution. Donc comment se faire connaître, comment vendre ses produits, comment distribuer, comment diffuser, etc.
Et maintenant, on va regarder les effets de levier de monétisation. J'en ai trouvé 2 types. Donc déjà, il y a le code. Donc tu codes un site une fois, tu codes un logiciel une fois, et ben il va pouvoir être utilisé par d'abord un utilisateur, mais aussi 10, mais aussi 100. Tu n'auras pas besoin de refaire le service pour chaque utilisateur. Et pour gagner de l'argent avec du code, il y a 2 modèles classiques. Le modèle SaaS, donc par abonnement, et le modèle one-time payment. Donc ça dépend du type de produit. Si c'est un produit qui va plus se consommer une fois, bah ce sera plus du one-time payment. Et si c'est plus quelque chose que tu vas devoir utiliser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et sur plusieurs années, alors ce sera plus un modèle par abonnement. Et le deuxième type de monétisation à effet de levier, c'est les produits numériques. Donc l'avantage du code, c'est que c'est plus dur, c'est-à-dire tout le monde ne sait pas coder, donc il y a une barrière à l'entrée. Ça permet de baisser la concurrence, tout le monde ne peut pas faire les produits qu'on crée quand on sait coder. Et à l'inverse, les produits numériques, ça a une barrière à l'entrée qui est très faible, et donc ça permet à n'importe qui de pouvoir vendre des produits. Et dans les produits numériques, il y en a plein, mais les plus classiques, c'est les formations. Donc on va vendre des méthodes, on va vendre des connaissances, on va vendre des plans d'action pour aider des gens à atteindre un certain objectif. Ça peut aussi être des livres, ça peut aussi être des communautés payantes, on en parle moins, mais je pense que ça marche très bien. Et il en existe plein d'autres types, hein. Par exemple, on pourra mettre la musique. C'est un truc que j'ai appris assez récemment, mais il y a des personnes qui font de la musique et qui gagnent leur vie avec ça, mais qui sont pas connues du tout. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils ciblent des playlists spécifiques sur Spotify, donc les playlists de concentration, etc. Et ils font des musiques vraiment spécifiques pour se ranger là-dedans. Et ils gagnent leur vie avec le streaming, et c'est des artistes qui sont pas du tout connus. Donc pour quelqu'un qui sait faire de la musique, ça peut être une manière, et après on peut en trouver plein, par exemple faire des thèmes WordPress, etc., etc. Donc on en a terminé avec la partie créer des entreprises. Donc pour résumer, on crée des entreprises en utilisant au maximum des effets de levier. Pour la distribution, on va créer du contenu, faire de la pub et essayer d'avoir un branding fort. Et pour monétiser, on va utiliser soit du code, soit des produits numériques. Et pour posséder des entreprises, on peut aussi investir dans des entreprises. Donc ça, c'est la partie dont je parle le plus sur la chaîne pour l'instant. J'ai investi dans des entreprises qui sont de bonne qualité, donc avec les critères habituels, bonne croissance, bon ratio de profitabilité, bonne marge, peu de dettes, pas de dilution des actionnaires, un bon moat, un bon management, etc. On fait attention à les acheter à des prix raisonnables, donc pour ça la manière classique, c'est de faire un discounted cash flow en mettant des estimations qui sont pas trop optimistes. Et une fois qu'on a trouvé des excellentes entreprises et qu'on les a achetées à un prix correct, on essaye de les garder le plus longtemps possible. Donc évidemment, si on se rend compte qu'on s'est complètement gouré ou bien que l'entreprise est devenue pourrie, il vaut mieux vendre. Mais l'idée, c'est surtout qu'au moment où on achète avec la volonté de la garder sur 10 ans, 20 ans, puisque c'est comme ça qu'on profitera le plus possible des intérêts composés, et donc c'est comme ça qu'on gagnera le plus d'argent. Donc maintenant qu'on a vu créer des entreprises et investir dans des entreprises, c'est pas terminé, il faut voir quel est le lien entre ces deux parties. Et ce lien, c'est l'allocation de capital. Donc l'allocation de capital, c'est un concept qui est très important quand on investit, puisque le rôle du CEO, c'est avant tout de bien allouer le capital de l'entreprise. Donc quand il y a un certain free cash flow, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il doit réinvestir? Est-ce qu'il doit verser un dividende? Et donc c'est important que nous, on investisse dans des entreprises qui ont des CEO qui allouent bien le capital. Il y a un très bon livre qui parle de ce point, qui s'appelle The Outsiders de William Thorndike, parce qu'il y a plusieurs The Outsiders, donc il faut prendre le bon, celui qui parle de bourse. Mais donc nous aussi, en tant qu'individus, on est aussi des allocateurs de capital, même si on est salarié, mais encore plus quand on est entrepreneur. Et donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'argent qui est généré par les entreprises qu'on a créées. Et donc la règle, elle est simple, c'est tout ce que tu peux réinvestir dans ta propre entreprise, soit pour générer plus de croissance, plus d'argent, ou bien aussi pour diminuer ton temps de travail, et bah tu vas l'investir dedans. Et je parle aussi de diminuer le temps de travail, parce que je considère que dans un modèle solopreneur, il y a deux manières de scale. Soit tu vas scaler sur combien tu gagnes pour un certain effort, soit tu vas scale down ton temps en faisant en sorte de gagner autant pour moins d'efforts. Donc je considère que c'est deux manières d'investir ses cash flows. Donc qu'est-ce que ça peut être des réinvestissements dans ce type de business? Ça peut être par exemple prendre quelqu'un qui fait le montage de nos vidéos YouTube. Ça peut aussi être prendre un abonnement à ChatGPT pour coder plus vite, pour créer plus vite ses contenus, etc., etc. Mais ce qui va se passer, c'est que dans un business de cette nature-là, donc basé sur du contenu, sur du code et sur des produits numériques, c'est qu'on a des marges qui sont très 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 élevées. Ça peut être des marges qui dépassent les 90%. Hein. Si on fait de la publicité, ça va être en général un peu moins. Et donc une fois qu'on aura réinvesti ce qu'on peut dans notre propre business, il va rester de l'argent. Et donc c'est là qu'on va faire passer les cash flows des business qu'on a créés vers d'autres business dans lesquels on veut investir. Et donc c'est là que va intervenir l'investissement en bourse. Donc il y a une grosse partie de nos cash flows qu'on n'a pas pu investir dans notre propre business, qu'on va pouvoir investir en bourse dans des entreprises de qualité à prix raisonnable pour les garder longtemps. Et donc en leur permettant de faire travailler nos cash flows, ça va permettre à tout ce capital-là soit de croître,
soit de verser des dividendes, ou bien les deux. Donc maintenant c'est peut-être un petit peu abstrait, donc je vais simplement prendre mon exemple et vous expliquer comment moi j'applique ce framework. Donc l'entreprise que je crée, c'est simplement l'entreprise liée à ma chaîne YouTube. Et pour les effets de levier, donc au niveau de la distribution pour le contenu, pour l'instant je fais principalement des vidéos sur YouTube et aussi des posts écrits sur l'onglet communauté sur YouTube. Et un petit peu plus tard, j'espère dans quelques mois, quand j'aurai enfin pu quitter mon travail et que je pourrai donc me focaliser à temps plein sur mon business, je pourrais rajouter d'autres types de contenus. Je développe aussi mon personal branding via mes contenus. Et pour la publicité, j'en fais pas encore, j'en ferai plus tard, mais pour l'instant, je suis pas encore dans cette phase-là du business. Et pour la partie monétisation, donc j'ai pour l'instant deux sources de revenus. Donc déjà les revenus publicitaires de YouTube. Donc là j'aurais pu rajouter une section d'ailleurs pour ça, mais c'est pas les meilleures sources de revenus. Donc pour l'instant je suis à peu près au niveau des 100 € par mois avec cette source de revenus là. Et ma deuxième source de monétisation, qui est maintenant la plus importante, c'est Graham, donc le site d'analyse d'action que j'ai développé, donc qui rentrerait dans la catégorie SaaS, puisque c'est un modèle par abonnement, puisque l'investissement c'est du long terme, voilà, c'est un truc qu'on utilise tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, sur des années, donc ça avait plus de sens que de faire un paiement en une fois. Et pendant les mois à venir, voire les années à venir, j'ai continué à me focaliser sur ce produit-là, pour vraiment améliorer le produit et améliorer l'offre, jusqu'à avoir un produit que je considère entre guillemets parfait. Ensuite, je pourrais du coup plus me focaliser sur une partie acquisition, donc c'est à ce moment-là que je ferai plutôt de la publicité, une fois que j'aurai vraiment optimisé l'aspect rétention et voilà, qualité du produit, qualité de l'offre, et je pourrais aussi à ce moment-là envisager d'autres types de produits, donc j'exclus pas du tout de faire des formations, de sortir des livres, des communautés payantes, etc., etc. Donc voilà pour la partie création de business, et la partie investissement, bah ça j'en parle beaucoup, donc vous savez, donc j'essaie d'investir le plus possible dans des boîtes qui répondent à mes critères, qui sont pas trop chères, et j'essaie de les garder à long terme. Et une fois qu'on a fait tout ça, il reste un point important, c'est de déjà rester focus, donc ne pas succomber au syndrome de l'objet brillant. Par exemple, si on entend parler de quelqu'un qui a gagné de l'argent sur un autre type d'actif, comme par exemple les cryptos, ou bien si on entend quelqu'un qui a réussi à gagner de l'argent sur un autre type de produit, comme par exemple des produits physiques du e-commerce. Donc je fais attention à pas me défocus, et ensuite il faut penser long terme et faire confiance aux intérêts composés. Pas seulement les intérêts composés dans le contexte de l'investissement, hein, mais aussi dans le contexte du business, dans le contexte de la création de contenu. La plupart des résultats, ils vont venir au bout de plusieurs années. Et voilà, contrairement au salariat où tu démarres direct, tu gagnes directement de quoi vivre, mais par contre après, ton salaire, il va croître de 4% par an. Là, c'est le contraire, tu démarres à zéro. Au début, c'est lent, la montée, elle est lente, mais au bout d'un moment, tu atteins des résultats que tu n'aurais peut-être jamais pensé atteindre, et tu te demandes comment c'est arrivé. Et puis si tu veux que je t'envoie cette mind map par email, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!